Avertissement aux spectateurs. Cette vidéo contiendra du cynisme, du second degré, des pectoraux, des policiers bourrés de testostérone, des loups-garous, mais aussi des sujets très importants. Si vous êtes comme moi adepte des librairies ou bien des réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer ces dernières années à côté de la new romance. La new romance, c'est ce genre littéraire qui explose en France et partout ailleurs dans le monde depuis quelques années et qui a atteint l'année dernière 6% des ventes de livres en France, soit 6 millions d'exemplaires vendus. Si on écoute les éditeurs ou les auteuristes de new romance, on se rend compte qu'elles essayent de se détacher de l'image vieillissante des romans harlequins. Vous connaissez sûrement les romans harlequins, peut-être que vous en avez lu, ou alors que vous en avez vu dans les étagères de vos parents ou de vos grands-parents. Ils veulent donc s'en détacher pour se concentrer sur l'amour et mettre de côté les scènes de sexe qui sont souvent au cœur des romans harlequins. À l'heure actuelle, la new romance s'inscrit dans un cadre beaucoup plus contemporain et moderne et essaye d'aborder des sujets dits de société. Les violences conjugales, le consentement, le racisme, l'homophobie, j'en passe et des meilleurs. Face au succès éditorial qu'est devenu la new romance, tous les éditeurs se sont mis à vouloir en publier à leur tour. Et cela va même plus loin, au-delà d'être de plus en plus nombreux à en éditer, le genre s'étoffe lui aussi et s'éloigne un peu de la romance traditionnelle en développant une myriade de sous-genres. Le plus récent en date, c'est la romantasy, une histoire d'amour, une histoire de romance dans un cadre de fantasy. Là encore, des nouvelles maisons d'édition, des nouvelles collections sont nées suite à l'essor de la romantasy. Les romances de campus, c'est-à-dire des romances qui se passent dans un cadre universitaire, une série à succès d'ailleurs chez Hugo, les Campus Driver, est sortie. Suite au succès de Campus Driver chez Hugo Roman, nous avons eu le droit à tout un nouveau panel de livres autour des romances universitaires. Suite à la série Sons of Anarchy, nous avons eu toutes les romances dites de bikers, des romances dans des groupes de motards, avec souvent des hommes aux gros biceps, avec beaucoup de tatouages. Un sous-genre qui a également beaucoup fait parler, puisqu'un de ses titres s'est classé dans les meilleures ventes de livres en France, c'est la dark romance, des romances un peu plus sombres, où le consentement est souvent très flou, où il y est question de violence, qu'elle soit morale, physique ou sexuelle. Et dans ces nouveaux sous-genres, nous avons également les romances dites MM, acronyme qui symbolise simplement le sexe des protagonistes, MM pour masculin-masculin ou male-male, soit une histoire d'amour entre deux hommes. Comment expliquer le succès de la new romance? C'est plutôt simple. C'est un genre qui correspond à un public plutôt jeune. Et ce public plutôt jeune, c'est le public qu'on essaye de ramener vers la lecture. Quoi de mieux de les amener vers la lecture avec des histoires qui les concernent, des histoires qu'ils comprennent? De nombreux moyens sont donc déployés pour amener ces jeunes vers la lecture, notamment le Pass Culture. Le Pass Culture, c'est quelque chose mis en place par le gouvernement qui donne de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent aller s'acheter des places de cinéma, des places de concert ou bien des livres. Le livre le plus acheté avec le Pass Culture est un livre de romance, C'est jamais plus, de Colline Hoover. La new romance, c'est aussi une lecture qui colle au code des réseaux sociaux. Et on peut voir que son succès est plus ou moins corrélé au succès grandissant de TikTok et de BookTok. BookTok étant la partie consacrée à la littérature sur TikTok. Il est facile de résumer les livres de new romance avec quelques mots, quelques hashtags, quelques acronymes, de façon très rapide, très succincte, ce qui colle au format de TikTok. C'est donc tout un nouveau marché de la littérature qui est en train de naître, ce marché de la new romance, puisque on peut voir que des grands groupes traditionnels comme le groupe Madrigal, celui qui détient Gallimard, se met à lui-même publier de la romance grâce à sa nouvelle ligne qui s'appelle Olympe, qui est une ligne de romantasy, des collections, des maisons d'édition, un livre qui devient un vrai objet marketing pour qu'on puisse le montrer, le mettre en avant sur TikTok, un objet livre qui est de plus en plus travaillé, que ce soit les couvertures sur lesquelles nous ne faisions pas vraiment d'efforts jusque-là, qui deviennent un enjeu pour les réseaux sociaux, le jaspage, c'est-à-dire peindre sur le côté des pages, c'est devenu très à la mode également, le fait de vendre des livres en relié ou en hardback en anglais, la machine marketing est mise en marche. On organise des festivals de new romance. Les auteuristes sont de vrais rockstars qui sont attendus par des dizaines de fans à l'ouverture des portes du salon. Une fois que les livres ont fait leurs preuves, ils sont très souvent adaptés en film ou en série. Et les budgets de communication autour du livre ne cessent donc d'exploser. Nous sommes vraiment face à un nouveau marché. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la new romance en général. Je vais me concentrer sur l'homo-romance, la romance MM, la romance entre deux hommes homosexuels. Selon un article du New York Times, 5% des livres romances vendus sont des romances homosexuelles. Si on prend les 6 millions de livres de romances vendus en France, c'est donc 250 000 livres vendus et lus qui ont pour personnages principaux des personnages homosexuels. Là encore, les maisons d'édition voyant le succès grandissant de ces homo-romances se sont lancées dans des lignes spécialisées pour la romance MM.
Certaines maisons d'édition se sont même créées à ce titre. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons eu des maisons d'édition qui se sont créées pour publier de la new romance, et par la suite, de nouvelles maisons d'édition sont nées qui vont traiter uniquement de la romance homosexuelle. Dans la très grande majorité des cas, ces romances sont écrites par des femmes. Et je n'irai pas jusqu'à présumer de leur orientation sexuelle, mais elles sont majoritairement hétérosexuelles. Dans tous les cas, qu'elles soient homosexuelles, hétérosexuelles, lesbiennes, bi, ces femmes n'ont jamais connu une histoire d'amour, personnellement, avec un autre homme. Et encore moins, une histoire sexuelle entre deux hommes. Ça commence déjà à sentir le roussi. D'où vient cette volonté d'écrire des romances homosexuelles? Ces romances homosexuelles, elles commencent à voir le jour en France à la fin des années 2000, au début des années 2010. Pourtant, c'est pas nouveau que des femmes écrivent sur des histoires d'amour entre deux hommes. Cela vient du Japon depuis les années 1970 avec le yaoi. Le yaoi, que l'on appelle boys love, est un sous-genre des mangas qui met en scène des histoires d'amour homosexuelles. Ces histoires d'amour gays sont éditées au Japon dans des magazines de pré-publication destinés aux jeunes filles, les shoujo manga. Qu'est-ce qui définit le yaoi? Ce sont des histoires d'amour mises en scène par des autrices entre deux hommes qui sont très souvent beaux, presque androgynes ou sinon d'un troisième sexe. Ce sont bel et bien toujours deux hommes, pas forcément homosexuels. Le schéma de l'hétéro qui devient homosexuel ou bisexuel est très récurrent dans ces histoires. Et ces deux hommes vivent dans le manga une histoire d'amour homosexuel calquée sur le schéma hétéro-patriarcal. Pourquoi rester sur ce schéma hétéro-patriarcal? Parce que c'est une histoire d'amour écrite par des femmes à destination des femmes. Il faut que ces femmes, malgré l'histoire homosexuelle, réussissent à s'identifier à au moins l'un des deux hommes. Traditionnellement dans ces histoires, il y a d'un côté le sémé et de l'autre le uke, respectivement l'attaquant et le receveur. Oui, le vocabulaire est très important. Depuis les années 70, le genre a évolué. Le sémé, l'attaquant, n'est plus forcément un homme avec des caractéristiques dites viriles ou masculines. Et le uke n'est plus seulement un personnage d'apparence masculine, mais avec des caractéristiques dites féminines. Malgré tout, même si ça évolue, il y a toujours des controverses autour du yaoi ou du boys love. Controverses sur les thématiques abordées, le viol est très fréquent et le consentement est très peu remis en question. Controverses également sur le genre en général. D'un côté, il y a ces détracteurs qui voient dans le yaoi une vision truquée de l'homosexualité et donc une instrumentalisation de la minorité homosexuelle, je suis plutôt d'accord avec eux. Et d'un autre côté, les défenseurs du genre qui affirment qu'il n'a pas pour volonté de retranscrire la réalité et qui le décrivent comme une aide pour lutter contre le patriarcat et la misogynie. Je vois pas trop comment une histoire d'amour entre deux homos arrive à lutter contre ça, ma foi. Au début des années 2000, le yaoi explose, se globalise. Toute la planète est envahie de mangas entre deux hommes, et rapidement, les autrices françaises anglo-saxonnes essayent de traduire ce genre à travers la romance. On n'a pas une tradition de mangaka dans notre société, c'est donc naturellement que les autrices se décident de prendre la plume. En premier lieu, plutôt sur internet, avec des fanfictions, sur des sites d'écriture en ligne, style Wattpad, Fixia, puis enfin, en papier, car des maisons d'édition repèrent le phénomène et se mettent à les publier. Je vous donne quelques noms comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Il y a donc les maisons d'édition MXM Bookmark, Juno Publishing, ou des collections MM dans des maisons d'édition déjà spécialisées dans la new romance. C'est le cas chez E&H, nouveau nom de Harlequin, Addictive ou encore Hugo Roman. Si cette romance MM est donc un héritage des yaoi ou du boys love, c'est donc, comme son grand frère, une littérature écrite par les femmes, pour les femmes. En fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé une autrice de romance gay qui s'appelle Nathalie Marie qui déclare à ce sujet: je ne pense pas que ce soit si différent de la romance MF, male-female, homme-femme. Le fait est que j'aime la romance, mais que je m'étais lassé de ce schéma MF. Selon ses dires, l'orientation sexuelle et le sexe de ses personnages n'a pas d'importance, contrairement au genre, la romance. On écrit une histoire d'amour, on se fiche du sexe ou de l'orientation sexuelle des personnages. On peut facilement les interchanger. Cela montre qu'on est aussi, encore une fois, très proche du yaoi, puisque l'on gomme, on efface le genre et l'orientation sexuelle des personnages pour essayer de coller à un schéma plutôt hétéropatriarcal, hétérosexuel. L'autrice précise également: alors l'amour pour moi, qu'il soit hétéro ou homo, c'est la même chose. Je ne fais aucune différence, à tort peut-être, car les psychés sont différentes, mais au fond, aimer, c'est aimer. Mais est-ce que l'amour, c'est vraiment si universel? Si oui, alors pourquoi il a fallu autant d'années pour que des histoires d'amour entre deux hommes soient publiées? Et plus largement, pourquoi les homosexuels ont mis tant d'années
à être accepté dans nos sociétés? Est-ce qu'écrire une romance homo entre deux hommes revient au même que d'écrire une romance hétéro? Est-ce que n'importe qui a le droit d'écrire une romance homosexuelle? Est-ce que c'est grave si c'est une femme qui me raconte une histoire d'amour entre deux hommes? Ces autrices ont-elles conscience de ce qu'elles écrivent? Beaucoup trop sérieux ces questions, on va faire un interlude pectoraux. Je vous emmène voir les sites de ces maisons d'édition. On va fouiller un peu dans le catalogue très succinctement. Je suis sur mon ordinateur et on va aller voir ce qui se passe du côté de MXM Bookmark. Déjà, le meilleur de l'homo-romance, MXM Bookmark. Notre objectif, promouvoir l'homo-romance à travers des œuvres grand public, mettant en lumière et de façon positive des histoires d'amour, de passion et d'évasion. Le succès de la romance MM ces dernières années nous prouve que l'amour est universel. Les livres sont classés dans le sens de leur meilleure vente. Les premiers, c'est une histoire d'amour avec des loups-garous. Bah oui, parce que les homos, on peut aussi être des loups-garous. Visiblement, les homos n'échappent pas à la romantasy ou à l'urban fantasy. Preuve en est d'ailleurs, les bouquins les plus vendus sont des romans qui ne se passent pas dans un contexte contemporain, ou en tout cas dans un contexte réel. Là, avec les loups-garous, on est plutôt dans du fantastique. Ensuite, on a les réécritures de contes, Le Prince au bois dormant, Le Beau et la Bête, Le Prince cygne, La sirène aux pétales d'or. Ah, là on voit un genre qui marche beaucoup, les policiers. Thirds, Contre vent et marée. Ah non, mais dans celui-ci, le retour de la série, je crois qu'il y a aussi question de gens qui se transforment. Ouais, il y a des terriens qui sont des gens qui se transforment. Donc bon voilà, encore une fois, à croire que l'image de bête de foire des homosexuels se répercute là-dedans, puisqu'on est tout le temps des loups-garous ou des personnages de contes. Blue Phoenix. Lily Ames. Jun-ha, fils illégitime d'un chaebol. Ah bah alors là, oui, ça se passe en Corée. Oui, parce que souvent, en plus d'être des femmes qui traitent de sujets d'homosexualité, elles partent dans des trucs qu'elles connaissent pas vraiment. Genre là, je crois que c'est une histoire qui se base en Corée. Ça pourra nous inviter à nous poser des questions sur le On Voice. On y reviendra plus tard. Après 10 ans à l'autre bout du monde, elle est de retour sur les rives de Lacanau à Bordeaux. C'est là qu'elle peut laisser libre cours à ses passions. Alors peut-être qu'elle a voyagé en Corée. Je ne m'avance pas. Il n'y a pas d'informations sur la Corée, mais en tout cas, elle a écrit une série de livres qui se passe à Séoul. Elle a écrit beaucoup de livres. Dans le catalogue, est-ce qu'il y a des trucs qui sont plutôt explicites? Bah alors là, on voit MM, MF ou FF. Déjà, la maison n'est plus uniquement spécialisée dans les romances MM, visiblement, puisqu'il y a aussi des romances entre deux femmes, des romances hommes-femmes. Les collections sont plutôt obscures. Ah bah, romance LGBTQIA+, romance paranormale, urban fantasy, enquête, young adult, feel good, romantasy. Une sélection en fonction de thématiques, héroïne badass, sportif, new adult, donc ça c'est j'imagine quand il y a du sexe, vu qu'il y a un petit feu. Université et académie extraordinaire, dark bookmark, steampunk, enemies to lover, les badass alpha, reverse harem. Ça je crois que c'est quand t'as un personnage avec plusieurs prétendants. Fake boyfriend, papillon dans le ventre. Attention à ne pas finir avec des MST dans le ventre, hein, parce que vu ce que j'ai lu, les scènes de sexe et la protection... Ah, notre ligne éditoriale. Donc on nous dit qu'il se base sur le modèle de la romance anglo-saxonne, format court ou long qui finit généralement par un happy end. Nous ne nous limitons pas seulement au code de la romance, ce qui compte le plus c'est l'histoire que vous nous raconterez, peu importe le format, peu importe le genre, peu importe la fin. MXM Bookmark, 100% homo-romance. Infinity, les femmes sont mises à l'honneur. Teen Spirit, la collection pour les adolescents. Et Pemberley, la collection dédiée à la littérature féminine. Qu'est-ce qui va sortir prochainement? Si on regarde un peu les couvertures, on voit pas trop de pectoraux, je suis un peu déçu. C'est plus à la mode peut-être. Mais on voit quand même des trucs un peu boum boum pam pam. Là, vous voyez par exemple, le pistolet, les anneaux, ça se passe sûrement avec des militaires. Flemme de lire le résumé. Ah, l'irresponsable, on a un monsieur dénudé, un peu de pectoraux. Pas beaucoup, mais un peu de pectoraux avec une crosse de hockey. On voit pas les tétons sont cachés. Quand l'amitié flirte avec l'amour, résister devient un sport de combat. Ah oui, on n'est pas à l'abri des phrases bateau hein, sur ces genres de livres là. Juste pour une nuit. Bah d'ailleurs, attendez, on dirait que ce monsieur de Juste pour une nuit est le même monsieur que dans l'Irresponsable. Les dieux du hockey, la série s'appelle Les dieux du hockey. Franchement, j'ai l'impression que c'est le même personnage. Enfin, que c'est la même personne en tout cas, qui a fait le shooting. Vet Shop Boys, est-ce qu'on est avec des vétérinaires? Oh là là, ça m'excite. Pas du tout. L'amour et les cœurs brisés, c'est fini pour moi. Désormais, les seuls chiens que je veux côtoyer sont les patients de ma clinique vétérinaire. Ne pas être pédant, ne pas être élitiste. Mais bon, vous en conviendrez que c'est quand même assez facile. Oh, j'ai l'impression qu'il y a deux couvertures. Oui, il y a une couverture normale, parmi les miens, de Gareth Lay.
Je sais pas qui c'est Gareth Leigh. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Autrice et illustratrice de livres britanniques. Et une couverture discrète sur laquelle nous n'avons pas d'homme torse nu, mais un crâne. On voit une petite volonté de se détacher de cette image de pectoraux et de tétés. D'ailleurs, pas d'alerte tétés. Encore une fois, les tétés sont cachés par les bras du monsieur, remplis de tatouages évidemment. C'est un MM, c'est hot, niveau 3. C'est une histoire dans un gang dans lequel il y a de la tension. Donc là, voyez, on est vraiment avec une maison d'édition. C'est des livres à 17-19 €, donc c'est des livres qui sont édités en papier, qui sont sûrement distribués en librairie, ou en tout cas via leur site internet, si ce n'est pas le cas. Paré au décollage. Tomber l'uniforme. Alors, vous voyez, tome 4, souvent, c'est aussi des longues séries sur lesquelles on s'attarde sur plein de personnages. En premier, un couple, puis après, l'ami du couple, etc. Et on écrit toute une série comme ça. À croire que, dans une division d'infanterie, tous les hommes sont gays parce qu'ils finissent tous par avoir leur tome dédié. Hein. Bon, évidemment, on n'est pas dans la réalité. 3, et tous les bouquins sont 3 flammes hautes, hein. À croire qu'il y a du cul partout. Du cul, du cul, du cul, du cul. 3 flammes hautes, 3 flammes hautes, mais non, piment 3, oui c'est ça, hein. On peut doser le piment. Ah bah oui, regardez, quand on va sur le site, piment 1, 1 livre, piment 2, 1 livre, piment 3, 874. Ouais, tous les bouquins, c'est du cul, du cul, du cul. Et pour l'instant, ça colle à peu près à ce que j'ai lu, parce que tous les livres que j'ai lus dans le genre avaient une scène de sexe plutôt explicite. On va aller voir du côté de Juno Publishing, qui est la deuxième maison d'édition qui publie essentiellement du MM. Notre maison d'édition. Alors là, il n'y a pas vraiment de description sur qui ils sont. On peut voir les auteurs, notre blog, goodies, contact, non. Là, ça me fait rire parce que vous voyez déjà, quand on clique sur les catégories, on a le MM en premier, le MF, donc il y a quand même des histoires d'amour hétérosexuel, ou le polyamour / ménage. C'est-à-dire qu'on met au même plan une orientation sexuelle et une façon de la vivre. En fait, l'homosexualité, c'est différent du polyamour. L'hétérosexualité même est différente du polyamour. C'est mettre sur le même plan deux choses qui ne sont pas égales. Et c'est aussi véhiculer un cliché qui est plutôt courant, qui est le cliché de l'infidélité chez les homosexuels, le cliché du fait que les homosexuels ont une sexualité très libérée, qui couche à plusieurs, machin. Après, est-ce que dans le polyamour, on est avec des histoires d'hommes non, vous voyez, finalement, c'est quand même plus des histoires hétérosexuelles, quoique. Là, je sais pas. Les loups de Sirius, Victoria Sue. Marcus vient de devenir le seul humain à être l'alpha d'une meute de loups-garous. Il a déjoué les plans d'Anubis. Il y a une recherche hein, sur les prénoms, c'est quelque chose. Maintenant, Anubis a décidé de concentrer ses efforts sur Marcus et sur sa nouvelle meute afin d'essayer de détruire la meute de l'intérieur. Non, là, je pense qu'on est uniquement avec des hommes. Donc, on est vraiment chez les homosexuels polyamoureux, ou en tout cas qui font des scènes d'orgie, quoi. Là, par contre, on voit que dans cette maison d'édition, alors après, c'est une maison d'édition qui est quand même moins vendue que MXM, ce sont des livres qui, pour la plupart, sont édités uniquement en numérique. Vous voyez, là, 5,49 €, c'est des livres qui ne sont pas édités en papier, alors qu'à côté, Les Loups de Cyrus, bah, celui dont je viens de lire le résumé, lui est édité en papier, je pense, puisqu'il est à 25,50 €, ou alors c'est parce que c'est format broché, donc c'est bien un livre. Donc sur celui-ci, on peut voir les auteurs. Donc on va voir si j'ai raison quand je vous avance qu'il y a majoritairement des femmes. Alors, tous n'ont pas leur photo et on ne va pas cliquer sur un par un, mais bon, majoritairement femmes, 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 femmes. Pareil, sur la photo, je ne peux pas présumer de leur orientation sexuelle, mais comme je l'ai dit, que ce soit des femmes hétéros ou homo, elles n'ont pas d'expérience d'histoire d'amour ou d'histoire sexuelle avec deux hommes. Oui, bah écoutez, j'ai raison, c'est que des femmes. En tout cas, majoritairement des femmes. On va se faire un petit tour dans ce qui sort prochainement chez eux. Alors là, on voit exclusivité Wicon. La Wicon, c'est d'ailleurs un salon littéraire spécialisé dans l'homo-romance qui a lieu très bientôt, enfin en tout cas au mois de novembre à Paris, et qui se spécialise dans... qui est là pour célébrer le genre de la romance MM. Donc vous voyez, on en est jusque là, hein. Même si c'est juste un sous-genre de la new romance, il a son salon littéraire dédié. Et ça a l'air d'être un truc un peu pipou à la Heartstopper. Ça, je pense que c'est du Heartstopper-like. On est avec deux garçons, un qui a l'air d'être basketteur, l'autre qui est cheerleader. Vous voyez, on est encore dans ce cliché du cheerleader. Alors, on va me dire, oui, mais si tu dis que c'est un cliché, ça veut dire que tu as intégré le fait que les homosexuels n'ont pas le droit d'être cheerleaders. Bah si, mais justement, en fait, mettre un qui est cheerleader et l'autre qui est basketteur, c'est quand même perpétuer le cliché
de la condition plutôt dite masculine, de la condition plutôt féminine. Là, c'est aussi un schéma assez récurrent. On est avec un homme qui est hétérosexuel, mais qui prend la place de son frère jumeau, car contrairement à moi, mon frère est gay, et qui doit donc, pour être sous couverture, sortir avec un jeune homme. Genre, il doit se forcer, enfin... Oh, est-ce que j'ai envie d'expliquer ça? Non, j'ai pas vraiment envie. Ça a l'air, ouais, un peu plus hot dans les couvertures, là. Là, c'est de la couverture de haut vol, hein. Secret. Le drapeau britannique, la couronne, la grosse moto rouge qui fait bam 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 quand elle démarre, le casque de moto, coalition féline. Pour Vapor, Métamorphe, Panthère, rien n'est plus important que la coalition féline. Véritables soldats, il ne les a jamais laissés tomber, ni leur chef, Mitchell. Il ne les a jamais laissés tomber, ni leur chef, Mitchell. Cette phrase n'a aucun sens. Aussi, lorsqu'on lui confie sa dernière mission, il n'hésite pas à l'accepter, même s'il s'agit de retrouver Andrew, le plus jeune frère de Mitchell, et de le ramener au bercail. Il ne s'agit pas d'une mission de sauvetage ordinaire, car Andrew est un fugitif recherché, et Vapor le ramènera pour qu'il réponde de ses crimes contre la coalition. Comme Andrew est jeune et inexpérimenté, Vapor sait que la mission sera un jeu d'enfant. Du moins, jusqu'à ce que Andrew lui démontre le contraire. Blablabla, 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 ouais. On dirait un peu Tom Daley, le plongeur britannique homosexuel sur la couverture. Ça, j'avais jamais vu, hein. Le délire un peu viking, héritier du duché de Cidre est plus à l'aise au sein de sa forêt natale que dans les salons de la capitale vicienne. Elio n'est pas pressé de se marier. Après tout, à 19 ans et revenant tout juste de la guerre, il a tout le temps du monde pour perpétuer sa lignée. Ah non, c'est pas des vikings, c'est au Moyen-Âge. Ça, c'est un truc que on voit rarement. Je souligne l'audace. Je pense m'arrêter là pour ce petit tour d'horizon des sites internet. Mais on peut voir qu'on est sur des couvertures pas souvent très bien travaillées, des résumés qui laissent plutôt à désirer, surtout chez Juno Publishing plutôt que chez MXM Bookmark, avec des phrases bancales. Je suis allé de mon côté fouiller du côté de la bio des auteurs, de la biographie des différents auteurs. C'est aussi très peu relu, j'ai l'impression, car il y a des mots manquants, des phrases qui n'ont pas vraiment de sens. Un travail éditorial qui laisse un peu à désirer. Je sais pas vraiment de qui se compose l'équipe, en tout cas. Ça reste assez faiblard. Des clichés qui sont perpétués, que ce soit par les métiers des personnages, que ce soit par les situations, que ce soit par les mises en scène. Un peu quelque chose de très sensationnaliste. Des romans où il y a beaucoup de sexualité, parce que, comme on l'a vu chez MXM Bookmark, tous les romans sont classés en piment 3, c'est-à-dire avec des scènes de sexe. Et comme on a pu le voir, majoritairement des femmes qui écrivent ce genre de romans. Ça nous permet de poser un petit cadre pour la suite de la vidéo. Mais alors, c'est quoi mon problème avec cette littérature? Le premier problème que j'ai avec ces romances homosexuelles, c'est la place des femmes. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai l'impression que ces romans sont encore plus critiques envers les femmes que les romances hétérosexuelles. Comme on l'a dit plus tôt, maintenant cette littérature essaye de s'attaquer à des sujets dits de société, que ce soit dans la littérature homosexuelle ou dans la littérature hétérosexuelle. Les femmes ou les personnages masculins en position de soumission ne sont plus forcément d'une condition économique ou sociale inférieure à l'autre protagoniste. Ce ne sont pas des hommes ou des femmes au foyer, ce ne sont pas des personnages de condition économique ou sociale considérés comme inférieure à celle de l'autre personnage. Les auteurices s'essayent à écrire des personnages que l'on qualifie de badass, c'est-à-dire que ce soit par un poste occupé dans une entreprise ou une certaine condition économique, on essaye de nous faire croire que ce sont des personnages totalement indépendants, forts, solitaires, autonomes. Mais c'est complètement anecdotique parce qu'au final, dès qu'elles croisent le regard de la future ou du futur être aimé, elles se mettent totalement à fondre, à perdre leurs moyens, que ce soit sur 1, 10 ou 100 pages, ça prend parfois plus de temps dans certains romans que dans d'autres. Et on perd alors dans ces romans toute question de militantisme ou de féminisme, puisque l'on sait très bien que le personnage, très souvent la femme, va succomber aux avances de l'homme. J'ai même trouvé que cela va plus loin dans les romances homosexuelles que j'ai pu lire. J'ai comme l'impression que dans ces textes écrits par des femmes sur de l'homosexualité masculine, on est passé du schéma narratif de Bury Your Gays au schéma narratif de Bury Your Woman. Bury Your Gays, ou alors en français Enterre les homos, enterre tes homos, est un espèce de schéma narratif que l'on a vu apparaître à partir du 19e siècle, que ce soit dans la littérature dans un premier temps, puis dans le cinéma et les séries par la suite, qui consiste à effectivement intégrer un personnage homosexuel dans l'histoire, mais tuer ce personnage très rapidement, ou alors en le reléguant au rôle de compagnon, de meilleur ami, de celui très souvent d'ailleurs qui donne des conseils sur l'amour, des conseils sur la sexualité. En 2016, à la télé américaine, 10% des personnages LGBT dans les séries sont tués avant la fin de celle-ci. Et évidemment, ce schéma narratif, Bury Your Gay, est exponentiel dès l'instant qu'il est question d'intersectionnalité. Les femmes homosexuelles sont plus souvent tuées que les hommes homosexuels, et encore plus si elles sont racisées.
On peut noter par exemple le personnage de Pussy dans Orange is the New Black ou alors celui de Lafayette dans la série littéraire True Blood qui ne passe pas le deuxième tome. Pour cette vidéo, j'ai lu le tome 1 de la série Ty and Zane, Meurtre à New York, écrit par deux femmes. C'est une romance homo-érotique dans laquelle deux hommes policiers vont être réunis pour travailler ensemble alors qu'ils ne s'apprécient pas vraiment et qu'ils se détestent même. Très vite, on se rend compte que toutes les victimes du tueur en série sur lequel les deux personnages enquêtent sont des femmes. Les femmes également se perdent dans les yeux des personnages masculins, ou alors elles sont détestées par les personnages principaux, allant même jusqu'à les qualifier pour la plupart de putes enragées. Donc non seulement on les tue, mais celles qui restent vivantes sont caricaturées à l'extrême, les reléguant à leur rôle de femmes, qui sont bonnes qu'à coucher avec les hommes qui passent par là. On a le cliché de l'hôtesse de l'air qui couche avec un des clients, et ça nous ramène à la condition féminine des romances Harlequin d'il y a quelques années. L'autrice de romances homo-érotiques Nathalie Marie dit à ce sujet « Le MM a libéré quelque chose pour moi, et j'ai pu reprendre le clavier après un break de 10 ans. Sans en être certaine, je pense que c'est en partie lié à ce souci que j'avais avec les personnages féminins. Je n'ai pas l'obligation de créer un personnage fort pour ne pas être taxé de sexisme. Avec le MM, j'avais le double avantage de pouvoir écrire de la romance si l'envie m'en prenait, et de garder cette impression de neutralité. Je n'ai pas envie de traiter les questions d'image liées à la femme. Plutôt que de questionner la représentation féminine dans la romance, il est plus aisé pour cette autrice d'écrire des personnages masculins. Mais cette situation est paradoxale parce que dans les personnages masculins, écrits par les autrices de romances homo-érotiques, on prête toujours des caractéristiques que l'on considère comme féminines aux personnages masculins. Doux, sensible, frêle. Le schéma se répète, comme avec le yaoi. Dans le couple, il y a toujours un personnage marqué comme l'attaquant et un autre marqué comme le receveur. Très vite, les lectrices arrivent donc à présumer de leur pratique sexuelle ou de leur orientation sexuelle. Mon deuxième problème, c'est la question du on voice, d'écrire en son propre nom et en sa propre connaissance du sujet, et du pinkwashing, à savoir un faux militantisme LGBT. Vous avez peut-être suivi au moment de la rentrée littéraire de 2023 le débat sur les sensitive readers, les lecteurs sensibles, et le on voice. Ce débat dans la littérature française a notamment opposé Nicolas Mathieu et Kevin Lambert au moment de la remise du prix Goncourt, puisque Kevin Lambert était en lice. L'auteur et sa maison d'édition Attila mettaient en avant le fait d'avoir fait appel à des lecteurs sensibles pour relire le livre. La volonté était de voir s'il n'y avait pas eu d'erreur faite et rendre plus réel un personnage haïtien, puisque l'auteur voulait être sûr de ne pas avoir fait d'erreur par rapport à une description ou alors d'avoir été maladroit. La lecture sensible est un travail éditorial qui se démocratise de plus en plus dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais cela reste minoritaire en France et on a pu le voir l'année dernière, presque décrié notamment par Nicolas Mathieu. Pour Nicolas Mathieu, qui en est devenu un peu le porte-parole à travers des posts Instagram, les auteurs ne doivent pas être obligés de faire appel à des lecteurs sensibles sous couvert de liberté d'expression ou alors d'espace créatif durement gagné par les auteurs. La polémique en gros s'inscrit dans le débat séculaire de la responsabilité morale et éthique des auteurs. Est-ce que l'on a le droit d'écrire sur tout et n'importe quoi, n'importe comment? Comme je vous l'ai dit, le lectorat de l'homo-romance, c'est principalement les femmes et aussi une partie des jeunes, du young adult, c'est-à-dire, je pense, des gens entre 15 et 25 ans. On entend souvent, que ce soit sur TikTok ou dans les chaînes vidéo spécialisées dans la new romance, des jeunes femmes réclamaient du réel, du on voice, c'est-à-dire une œuvre où les auteurs partagent une identité marginale avec leurs personnages. Et du coup, je m'interroge quand elles nous proposent ce genre de texte sur leur chaîne, sur leur blog. C'est quand même une grosse contradiction du sous-genre ou de la new romance en général. Une volonté de dénoncer, de responsabiliser, de militer en parole, mais qui se traduit en action par un déni de la réalité finalement. La même autrice Nathalie Marie disait également en interview « Si un seul de mes livres peut toucher une personne au point de l'amener à plus de bienveillance et de tolérance, alors ça me va. J'ai lu quelques articles sur l'homosexualité et je connais quelques homosexuels. Ce qui me laisse penser que le travail de recherche, de lecture sensible a été assez léger dans son cas, et je m'interroge si l'ami homosexuel devient le nouvel ami noir pour la new romance. À quel point, à quel niveau ces autrices font appel à des homosexuels pour relire leurs textes? Je pense que ça reste encore beaucoup trop anecdotique dans la littérature française en tout cas. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de nous parler de on voice ou de lecture sensible quand on se met à lire ce genre de texte. Ou alors qu'on ait l'honnêteté de dire qu'il n'y en a pas la plupart du temps, et que ces livres ne sont pas de la littérature du réel, mais de la littérature du fantasme et de la fétichisation des homosexuels. Ces livres ne sont pour moi qu'un moyen de capitaliser sur des expériences ou des identités minoritaires, sans pour autant leur offrir de la visibilité ou même une quelconque marque de respect. Les personnages LGBT, et plus globalement toutes les personnes LGBT, ne deviennent qu'un phénomène de foire, plutôt lucratif, et les auteurs ne s'investissent pas vraiment sur une réflexion des réalités que les personnes représentent dans leurs romans. C'est ce qu'on appelle
du pinkwashing. Le pinkwashing, c'est quelque chose utilisé, que ce soit là par des auteurs, mais parfois par des cinéastes ou même par des entreprises, qui utilisent les causes liées aux droits des personnes LGBT comme un outil marketing, une stratégie de marketing éthique ou un moyen d'améliorer leur image envers les consommateurs, les lecteurs, les utilisateurs, tout en continuant d'avoir des pratiques ou des comportements discriminatoires à l'encontre de ces personnes LGBT. En soi, on pourrait se dire c'est pas si grave, il y a quand même une espèce de représentation qui devient de plus en plus populaire, sauf que cette représentation est erronée et en plus de ça, elle nous détourne des réelles luttes et des réels enjeux au quotidien pour les droits LGBT, notamment dernièrement plutôt les droits trans, très en danger en France et ailleurs dans le monde. En se focalisant sur des actions symboliques, le port d'un drapeau arc-en-ciel, un personnage homosexuel dans un livre ou dans un film, on nous détourne de problèmes bien plus graves comme par exemple les violences policières, la discrimination systémique, la répression des droits des personnes trans ou non binaires. Parfois, les autrices essayent d'aborder ces questions, mais c'est tout le temps fait de façon rapide pour pouvoir passer à la romance, à la sexualité, aux scènes de sexe, car c'est le cœur du roman. Et c'est même paradoxal parce qu'un des schémas préférés de ces romances homosexuelles sont les romances entre deux policiers, comme celle que j'ai lue, ou entre des pompiers, ou entre des personnages dans l'armée, mais c'est mettre de côté toutes les violences policières à l'encontre des personnes LGBT partout dans le monde, et aussi l'homophobie latente qui règne dans les forces de l'ordre. C'est pas parce qu'on nous met deux gays dans un commissariat de police qui se disent que oui, c'est très dur d'être homosexuel dans un commissariat de police, que ça traite le sujet. Parce qu'on sait qu'au final, ils vont se mettre ensemble, ils vont sûrement subir 1 ou 2 actes homophobes de la part de leurs collègues, puis au final, tout finira bien, ils vont vivre leur amour au grand jour, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Ça réduit donc les droits LGBT à un produit, à quelque chose que l'on consomme, une tendance à suivre sur les réseaux, plutôt qu'à une lutte sociale qui inclut des problématiques raciales, économiques, de genre et de santé mentale. Et enfin, le dernier problème, qui est selon moi le plus important, mais aussi le plus court à expliquer, c'est la représentation qui est faite des homosexuels. Comme on l'a pu le voir, on n'a pas forcément de travail éditorial de lecture sensible, en tout cas pas toujours. Les 2 maisons d'édition principales dont on a été voir les sites ont pu faire preuve d'un manque de professionnalisme, on va dire, sur l'écriture. Je ne jugerai pas d'ailleurs de l'écriture des bouquins, en tout cas du style à proprement parler. Évidemment, c'est un genre de lecture qui ne m'attire pas, qui ne me plaît pas. Le style adopté par les autrices principalement n'est pas un style qui me plaît, c'est de la lecture rapide, de la lecture très divertissante pour certaines, mais qui ne me plaît pas. Et donc, les représentations sont, pour ce que j'ai vu, très superficielles. On en revient à la question du pinkwashing de la part des lecteuristes de ces livres, car on se targue d'une certaine ouverture d'esprit ou d'un militantisme en lisant ces livres, puisque représentation homosexuelle alors qu'il n'en est rien, mais aussi pinkwashing de la part des maisons d'édition et des autrices pour les mêmes raisons. J'ai lu plusieurs livres de mon romance pour la vidéo, je vous en ai déjà parlé d'un, celui de Taïen Zen, qui sont 2 hommes policiers qui tombent amoureux l'un de l'autre, et j'en ai lu un autre qui s'appelle Fucking Love de Amélie Astier, qui là est l'histoire d'un homme hétérosexuel qui joue dans un studio de pornographie homosexuel et qui va tomber amoureux de son compagnon, son acteur avec lequel il tourne des scènes, qui lui est homosexuel. Déjà, on voit que dans la majorité des romans, on est ancré dans un univers, que ce soit la police, l'armée, un studio pornographique, une université. Il faut qu'il y ait vraiment un cadre, comme dans les codes de la new romance, c'est très courant, ça n'a pas échappé à l'homo-romance. Comme on l'a vu également sur le site des éditions MXM, dans tous les livres que j'ai lus, il y avait des scènes de sexe. Et c'est à peu près à chaque fois après ces scènes de sexe que j'ai le plus levé les yeux au ciel et que j'ai lu en diagonale le reste du bouquin. Parce que, encore une fois, le travail éditorial n'est pas fait et les scènes de sexe que j'ai lues ne sont en rien des scènes de sexe que moi je vis au quotidien dans ma vie d'homme homosexuel. Dans le livre Taïen Zen, les personnages font respectivement 1m93 et 1m98. On choisit toujours des personnages de grande taille parce que, je sais pas, c'est sexy d'être grand. Mais en tout cas, sachez que moi-même je fais 1m85 et que depuis 29 ans, j'ai du mal à trouver des hommes plus grands que moi, ou en tout cas des hommes de ma taille. Il y en a, mais peu, et j'ai l'impression que c'est très facile dans les livres d'en choper. Je veux leur adresse. Toujours dans ce même livre, un des personnages est considéré comme très musclé, mais avec un cul efféminé. Déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un cul efféminé, et je vois pas très bien comment un cul est musclé tout en étant efféminé, ma foi. Les scènes de sexe entre ces 2 personnages policiers qui se détestent mais qui vont tomber amoureux sont très brutales, dénuées de romantisme, en tout cas dans le premier tome. Je crois que c'est une série sur 14 tomes, je me suis arrêté au premier, mais il n'y a aucun romantisme, aucune sensualité. Elles arrivent à n'importe quel moment, sans aucune préparation,
et sont toujours très propres, peu importe le jour ou l'heure. C'est une chose qui est très peu probable lorsque l'on s'y connaît en anatomie masculine et en sexualité homosexuelle. Dans ce roman, tout n'est qu'excès de testostérone. La résolution de conflits se fait par la violence verbale et physique, et les stéréotypes les plus forts et les plus communs d'une masculinité toxique et abusive sont présents et très rarement questionnés. Je n'ai pas lu 1000 bouquins pour cette vidéo, j'en conviens. Je pense que ceux que j'ai choisis, qui sont très souvent d'ailleurs plébiscités et recommandés, j'ai demandé à des personnes lisant ce genre de livres de me recommander des livres d'homosexualité masculine écrites par des femmes. Ce sont des livres qui sont ressortis très régulièrement, les livres d'Amélie Astier, la série Ty and Zane. Et j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, on tombe dans ces stéréotypes de un personnage, ou deux d'ailleurs, dans le cas de Ty and Zane, ce sont les deux, qui sont dans cette masculinité toujours plus abusive. Alors qu'aujourd'hui, et pas uniquement dans les sphères militantes LGBT, mais plus globalement, un des combats est de justement combattre cette masculinité toxique et abusive et de montrer qu'il n'y a pas une masculinité, mais des dizaines, voire des centaines. Et qu'on n'est pas obligé toujours de tomber dans ces clichés. Ou même à l'inverse, tomber dans le cliché du gay efféminé. En soi, les homosexuels sont pleins de nuances, figurez-vous. Mais j'ai l'impression que ceci est étranger aux autrices de littérature homosexuelle. Le ton que j'ai employé paraît peut-être un peu grave, alarmiste, sombre, pour de la littérature de divertissement, de la littérature de plaisir. Je ne vais pas aller arracher la veste ou attraper par le col toutes les personnes qui lisent ce genre de texte. Juste, je pense qu'il est quand même très important d'intégrer tout cela, de se rendre compte qu'à travers cette littérature plutôt futile de divertissement, de scènes d'amour et de sexe entre deux personnages homosexuels, il y a derrière quand même beaucoup de mécanismes dangereux pour la lutte LGBT, qui n'est toujours pas gagné. Je vous le disais, dernièrement, les personnes trans ou non-binaires sont plus que jamais en danger, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde. D'autant plus que ces femmes prennent la place en librairie d'auteurs LGBT. Je suis sûr qu'il y a pléthore d'hommes homosexuels capables d'écrire des livres d'amour, des romances homosexuelles, plutôt sur un point de vue divertissant, et qui le feraient beaucoup mieux, de façon non fétichisante, en arrivant à intégrer peut-être des réalités qu'ils ont vécues eux-mêmes, qu'ils ont connues, et donc de façon beaucoup plus factuelle et réelle. Et on ne serait plus dans une littérature du fantasme, mais dans une littérature du réel. Alors, j'aurais bien aimé conclure cette vidéo en vous donnant des exemples de romances homosexuelles écrites par des hommes gays, mais ça serait un peu hypocrite car je n'en ai pas lu et ce n'est pas un genre qui m'attire plus que ça. Les livres que je lis où il est question d'amour homosexuel entre hommes n'ont pas forcément vocation à être lus par des femmes et sont pas forcément de la littérature pure de divertissement où il est question d'amour au premier plan ou de relations sexuelles. Toutefois, si vous avez envie, en tant que lectrice de romances vous orienter vers mes différentes vidéos qui sont des tops de lecture LGBT, la plupart du temps écrites par des personnes concernées. Pour ce qui est de la jeunesse, je peux vous conseiller Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, la trilogie romance écrite par Arnaud Catherine. Pour les adultes, vous pouvez vous orienter vers Call Me By Your Name par André Assiman, les romans de Michael Cunningham, Alan Hollinghurst, ou bien même les Chroniques de San Francisco par Armistead Maupin. Ce sont tous des romans dans lesquels la réalité homosexuelle est plutôt très bien décrite, à différents moments de l'histoire, que ce soit des romans plus contemporains ou alors d'il y a quelques années, quelques siècles. Si vous connaissez des auteurs LGBT qui écrivent ce genre de littérature, je suis évidemment preneur pour peut-être lire quelque chose dans lequel je vais réussir à m'identifier, puisque ce n'est pas du tout le cas quand je lis ce genre de littérature écrite par des femmes. J'espère que cette vidéo et ce format un peu plus posé et écrit vous aura plu. J'avoue que je patauge encore un peu, je n'ai pas du tout l'habitude de lire un script ou même d'écrire un script, donc c'est peut-être pas la vidéo la mieux faite de ma chaîne. J'ai beaucoup plus l'habitude d'être spontané et naturel quand je parle à la caméra. Même rester assis et droit, c'est compliqué pour moi, tout comme regarder l'objectif. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et plus que jamais d'être gay.